Bonjour, donc je suis Emma, j'ai 45 ans, j'ai un petit garçon de 6 ans et je suis en couple et j'habite à Toulouse. Donc j'avais un ganglion là sur le côté droit qui était un peu bizarre, un peu particulier, que je touchais. En fait, j'ai mis un peu de temps avant de consulter parce que des fois il était gros, des fois il était un peu plus petit, donc je me suis pas trop inquiétée par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en avril, quand je l'ai retouché de nouveau, et là ça m'a alertée, je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre, je vais aller consulter. Donc j'ai pris rendez-vous pour une mammographie et une échographie. Et c'est à ce moment-là que le radiothérapeute m'a annoncé, vous avez une tache chambre, je vous conseille d'aller voir l'Oncopole, qui est un grand hôpital en cancérologie à Toulouse, pour faire une biopsie et savoir si vous avez, s'il y a quelque chose de sérieux. Donc là, pour le moment, je n'avais pas encore entendu le mot cancer. Elle m'avait juste dit, vous avez une tache chambre, et elle m'avait dit, vous allez consulter et vous en saurez un peu plus. Donc il y a eu 3 semaines d'attente avant de faire la biopsie. Donc ça a été 3 semaines très longues. On aura l'occasion sûrement d'en reparler. Et c'est finalement en arrivant à l'Oncopole qui m'ont, même avant de faire la biopsie, le médecin m'a dit, vous voyez là sur l'échographie que vous avez fait il y a 3 semaines, vous avez une tumeur là. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai su que j'avais un cancer du sein. Ça a été très violent parce que j'étais seule dans le bureau, mon compagnon attendait à côté puisque pour lui j'étais censée faire la biopsie. Donc il s'était dit, en sortant de la biopsie, peut-être qu'on verra le médecin ensemble. Et finalement, le médecin, en regardant mes clichés, pour elle, c'était évident que je savais déjà que j'avais un cancer du sein. Et c'était évident qu'on me l'avait déjà dit 3 semaines avant, rien qu'à la première mammographie et échographie. Or que finalement, on m'avait juste dit, il y a une tache chambre et vous saurez un peu plus après avec la biopsie. Donc je suis restée vraiment, moi, en ayant quand même une intuition qu'il y avait quelque chose de sérieux, mais sans avoir vraiment de nom associé à... On m'a jamais dit, vous avez possiblement un cancer du sein. Ça n'avait pas été dit. Non, elle m'a rien dit en fait. Ce mot, il n'a pas du tout été nommé pendant tout le rendez-vous. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé, le rendez-vous s'est fait en plusieurs temps, le rendez-vous avec la première radiothérapeute. C'est qu'elle m'a fait l'examen. Au début, elle m'a dit, oui, bon, c'est bizarre, il y a quand même des petites taches chambres. Ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit dans 3 semaines pour voir si ça a évolué. Donc je repars moi dans la salle d'attente pour récupérer mon échographie, la mammographie, le compte-rendu en gros, et plus ma carte de sécurité sociale. Et c'est là que sa secrétaire vient me voir et elle me dit « le médecin veut vous voir ». Je pense que cette phrase, elle a été vraiment, vraiment... là, j'ai eu beaucoup d'émotions parce que je me suis dit « là, il y a quelque chose de grave ». Et quand je suis arrivée dans le bureau du médecin, c'est là que j'ai vu mes clichés affichés et elle m'a dit « finalement, je vous avais dit de revenir dans 3 semaines ». Mais c'est beaucoup plus sérieux que ce que je pensais. Vous avez des calcifications, vous avez beaucoup plus de taches chambres. J'ai ma secrétaire qui est en train d'appeler l'Oncopole pour prendre rendez-vous pour une biopsie. Donc là, moi je suis tellement dans l'émotion et puis tellement surprise déjà que je pose pas trop de questions. Elle me dit on va refaire d'autres clichés et pour qu'on ait vraiment un compte rendu complet pour votre prochain rendez-vous pour la biopsie. Donc elle m'accompagne, je fais les clichés et ensuite elle me dit « vous inquiétez pas, vous allez faire votre biopsie, vous en saurez plus, tout va bien se passer ». Et le rendez-vous se termine, elle me dit « vous reviendrez la semaine prochaine pour récupérer le compte-rendu ». C'était un vendredi en fin d'après-midi. J'ai besoin d'un peu de temps pour pouvoir bien préparer le compte-rendu pour qu'il soit exploitable par les équipes soignantes. Donc là, j'ai eu un week-end sans documents, sans rien avec moi, et sans savoir exactement ce que j'avais. Et c'est la semaine d'après, quand j'ai récupéré le compte-rendu, que j'ai récupéré auprès de la secrétaire, donc je n'ai pas vu de médecin, je ne l'ai pas rencontré de nouveau, que j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait écrit ACDR5, qui est une classification pour exprimer qu'il y a une suspicion quand même sérieuse de cancer du sein. Donc, ACDR5, ça ne me parlait pas, donc j'ai regardé sur Internet, ce qu'il ne faut pas faire forcément parce que sinon on s'inquiète très vite. Mais bon, ça m'a au moins expliqué qu'il y avait cette suspicion de cancer. C'était en avril 2024. Elle l'a eu en 2015. Elle a eu un premier cancer du sein en 2015 et elle a eu une récidive après, mais c'était en 2015. Elle nous a quittés en 2020, ouais, le 9 juin 2020. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a été... moi, je l'ai beaucoup accompagnée dans son parcours médical quand elle l'a su en 2015.
Et avant 40 ans, j'ai commencé à faire, une première échographie-mammographie. Donc avant d'avoir mon fils, hein, qui a 6 ans. Donc j'étais déjà sensible à ces examens, et déjà comme elle avait eu toute la famille finalement, hein, que ce soit les sœurs de ma mère, ma sœur aussi également, et moi-même, on était assidus sur ces examens. Donc pas forcément tous les ans au départ, mais voilà, je l'avais fait avant 40 ans. J'avais fait une deuxième mammographie-échographie juste après avoir eu mon fils, après avoir arrêté de l'allaiter. J'avais fait un deuxième examen. Et cet examen que j'ai fait en avril 2024, il était vraiment lié à ce ganglion que j'avais détecté. Ça tombait à peu près dans les temps, hein, pour pouvoir refaire aussi un rappel, faire un contrôle 2 ans après. Mais c'est vraiment la palpation et ce ganglion particulier qui m'a donné envie de consulter. Non, je connaissais parce que bon, on en entend parler, mais j'avais personne dans ma famille qui avait déjà eu un cancer du sein. J'avais un oncle en fait qui avait un cancer du foie, mais le sein en fait, bon, on l'avait pas trop dans la famille. Donc c'est vrai que je regardais quelquefois, je me palpais pour vérifier et tout ça. Mais c'était pas, voilà, on faisait pas de manière récurrente les examens et tout ça. C'était loin de moi, donc c'est vrai que j'y pensais pas forcément. Ouais. Okay. Alors ça a été, il y a eu des hauts et des bas, des hauts et des bas pour ces étapes. Ça a été parce qu'à chaque fois finalement, chaque étape était une nouvelle annonce. Donc une contraction finalement, puisque au départ il y avait l'annonce de la tumeur au sein. Moi, j'avais détecté ce ganglion, mais finalement, j'avais pas, moi, senti que j'avais une tumeur au sein. Ça, je l'avais pas senti du tout. Le ganglion a été touché aussi. Il y a eu l'opération, il y a eu le choix entre une mastectomie, qui est le fait de retirer le sein complètement, ou une tumorectomie. Finalement, j'ai eu une tumorectomie. Et après ça, quand on m'a rendu mes examens, on m'a dit votre tumeur, elle fait plus de 1,5 cm. Et vous avez un ganglion. Pour nous, on pense qu'il n'y a qu'un ganglion touché. Donc vous aurez sûrement que de la radiothérapie. Vous n'aurez pas de chimiothérapie. Voilà, donc il y a eu l'annonce après, finalement, après avoir bien examiné tout ça, on vous fait quand même des séances de chimiothérapie. Donc à chaque fois, ça a été des étapes un peu très difficile à accepter. Mais ce que je me suis rendu compte avant de vraiment expliquer comment j'ai vécu les différents moments, c'est que c'était toujours avant de les vivre que c'était le plus compliqué, parce que je m'imaginais à chaque fois le pire et tout ça. Et finalement, la chimiothérapie, l'opération, si je commence par l'opération, ça s'est bien passé. Voilà, tout s'est bien passé, la cicatrisation s'est bien passée. Bon, j'ai eu quelques effets secondaires au niveau du bras, un lymphodème parce que on m'a retiré les ganglions, tous les ganglions au-dessus du bras, donc le bras a gonflé, tout ça. Mais bon, c'est bien. Après, voilà, on s'est bien occupé de moi pour que tout redevienne comme il faut. La chimiothérapie, j'imaginais, je me rappelais de ma mère et de la fatigue qu'elle a eue, voilà, je me rappelais de ce qu'elle a vécu. Et quand je l'ai vécu, ça a été très difficile. Donc la première chimio que j'ai eue, c'était une des plus fortes, qui est l'EC, qui amène de la nausée, qu'on peut avoir des vomissements, des maux de tête. C'est là qu'on perd ses cheveux. Donc là, ça a été très très fort et très nouveau pour moi. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était jamais la même chose. La première chimio, elle était très difficile, c'est nouveau, c'était épuisant. La deuxième, un peu moins. Je commençais à mieux me sentir par rapport à cette chimiothérapie. Et puis voilà, après, à chaque fois, c'était différent, mais je sentais que j'arrivais à sentir comment mon corps allait réagir. Bon, ça n'a pas enlevé les effets secondaires, bien sûr, mais j'ai pu mieux les appréhender, mieux les vivre à chaque étape. Ouais, je les ai tous ressentis, hein. Vraiment la fatigue très forte, pendant 3 jours rester allongée et ne pas pouvoir se lever, cette chute de tension, je suis tombée 2 fois dans les pommes, parce que j'ai eu plusieurs fois des chutes de tension très fortes. Donc j'ai eu la nausée, la perte de cheveux aussi, j'ai perdu mes cheveux à la 3e chimiothérapie.
Voilà. Donc, oui, oui, exactement. Ben, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, moi, j'ai vraiment été... j'étais déjà convaincue parce que je m'intéressais à la base à toutes ces thérapies complémentaires. Et ma mère, je l'avais déjà accompagnée aussi à s'orienter vers ces thérapies complémentaires pendant ces traitements. Et moi, ça a été très aidant parce qu'avant chaque chimiothérapie, une des pratiques que je faisais, c'était je faisais une séance d'acupuncture. Voilà, donc ça m'aidait à préparer et à avoir moins d'effets secondaires, selon moi, parce que de toute façon, j'ai toujours eu une séance d'acupuncture, donc je ne savais pas, sans séance d'acupuncture, comment ça aurait pu se passer. Et j'ai fait du shiatsu, j'ai eu de la réflexologie plantaire, j'ai eu des amis thérapeutes aussi qui m'ont fait des soins énergétiques. Du coaching aussi, j'ai des amis coachs qui m'ont accompagné. Là, c'était plus pour la pensée, justement, voir appréhender chaque étape de manière positive. J'ai fait de la sophrologie aussi également. C'est vrai que moi, je me suis autorisée pendant cette période-là à m'aider, à m'entourer de plusieurs alliés et à ne pas me limiter, tant que je pouvais. Et donc, ça m'a vraiment aidé. Et pour moi, je pense que si je n'avais pas fait toutes ces thérapies complémentaires, je n'aurais pas eu cette forme-là, cette résilience, cet engagement, cet optimisme par rapport à ces traitements. Parce que même si c'était toujours compliqué d'y aller en chimiothérapie ou en radiothérapie ou sur toutes ces étapes-là, pour moi, c'était positif d'y aller. C'était vraiment pour me soigner. Je ne me basais pas que sur le médical, parce que toutes les autres actions que je mettais en parallèle, pour moi, elles nourrissaient. Pour moi, c'est global, en fait. Hein. Soigner un cancer du sein, ce n'est pas juste le médical, c'est tout ce qu'on met en place à côté et son état d'esprit. Et donc, le médical faisait partie pour moi de ce qui allait me permettre de guérir. Donc, j'y allais vraiment, pas en étant dans la joie complète, mais quand même avec le sourire, en me disant, voilà, je vais apporter ce qu'il faut à mon corps pour guérir. Et en parallèle, j'activais d'autres actions complémentaires. Donc là, j'ai parlé de ceux qui m'ont aidé, finalement, donc des thérapeutes, un psychologue EMDR aussi, j'ai fait de l'EMDR aussi, pour travailler sur des traumas et aussi... réfléchir aussi au sens de la maladie, parce que je me dis la maladie elle arrive là, donc il y a plein de paramètres pour qu'elle arrive dans notre vie. Ça peut être génétique, ça peut être alimentaire, ça peut être les émotions, il y a plein de choses. Et j'ai voulu aussi comprendre pourquoi elle est arrivée dans ma vie. Donc les thérapies, il y avait des thérapies de prévention, de soutien, mais il y avait aussi des thérapies pour comprendre. Et pas comprendre pour me fouetter, me dire « Ah ben ça va pas, t'as mal fait avant », mais plus pour comprendre qu'est-ce que je dois changer maintenant dans ma vie pour aller mieux. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir m'élever et être justement sur une meilleure version de moi-même et tout ça. Donc ça a été vraiment nourrissant. Et le sport aussi m'a beaucoup aidée, puisque j'ai commencé, je faisais déjà du sport avant, que j'ai arrêté en avril, quand j'ai su que j'avais un cancer du sein. Et je ne voulais pas reprendre ce sport, je faisais du crossfit et c'était quand même très intense. Et je ne voulais pas reprendre de suite ce sport, je voulais attendre un peu. Mais j'avais besoin quand même de me bouger. Et j'ai attendu la première chimio pour voir comment je me sentais. J'étais très très fatiguée, donc c'était plus de la marche ou d'autres choses beaucoup plus légères, mais je me bougeais quand même. Et la deuxième, comme j'ai senti que je me sentais mieux, je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme sport? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et j'ai pensé à l'escalade. Et l'escalade, ça a été symbolique pour moi, parce que ça a été de regarder vers le haut, en fait. Il y a vraiment, je choisis ma voie, je prends le temps d'évoluer sur cette voie, mais je regarde toujours vers le haut. Je suis toujours à m'élever vers l'avenir, vers le positif, vers la guérison. Et donc j'ai commencé à faire de l'escalade. Je n'en avais fait qu'une fois il y a une vingtaine d'années, donc j'étais vraiment débutante. Et et l'escalade a été le sport que j'ai commencé pendant ma chimiothérapie et qui a continué avec moi jusqu'à aujourd'hui. J'en fais encore à mon rythme. Donc il y avait vraiment cette notion de rythme. C'était pas dans l'idée de me fatiguer ou de m'abîmer, mais c'était vraiment un soutien et de sentir à quel moment c'était bien pour moi, à quel moment je devais ralentir, mais d'y aller régulièrement quand même. Moi, ce que je ressors de ces thérapies, surtout de l'EMDR, c'est que
Ben, il y avait vraiment un oubli de soi, en fait. Avant qu'on m'annonce le cancer du sein, bon, ben, moi, je suis salariée. Hein, c'est vrai que je ne l'ai pas parti, mais je suis salariée, je suis consultante. J'accompagne des cadres qui sont en reconversion professionnelle ou en mobilité professionnelle. Donc j'étais déjà en poste et ça se passe très bien mon poste, hein, je suis très bien sur ce poste-là, mais en parallèle, moi j'ai toujours voulu me former et j'ai toujours aussi voulu voilà, évoluer, grandir, progresser. Donc j'ai fait pas mal de formations de coaching en parallèle. J'ai mon petit garçon qui est arrivé et qui aussi, voilà, il était présent, il dormait pas beaucoup et tout ça. Donc c'est juste pour dire qu'en tant que maman, en tant que professionnelle, en tant qu'élève, puisque je me formais, j'étais sur plusieurs fronts à la fois. Et je me suis rendu compte que pendant plusieurs années, je me suis oubliée. J'étais tout le temps dans l'action, dans l'action, dans l'action, et pas dans l'être, finalement. Et que cette maladie, elle m'a permis de ralentir et de pouvoir justement me connecter beaucoup plus à moi, à mes émotions aussi, parce que de culture aussi, on n'est pas forcément dans le fait de partager ce qu'on vit. Il y a quelque chose qui nous contrarie, on va plutôt le garder pour nous et voilà, essayer de le gérer à notre manière, mais pas forcément à le verbaliser ou à l'exprimer ou à l'écrire. Et voilà, ces thérapies, elles m'ont permis de me dire, arrête-toi aussi sur tes émotions et sur ce que tu vis, si tu as un agacement ou quelque chose, une tristesse et tout ça. Même le deuil de ma mère, en fait, de vraiment se dire, voilà, tu as perdu il y a quelques années ta maman. J'avais mon petit qui avait 1 an, donc même si j'ai fait mon deuil et j'ai pleuré et tout ça, je pense qu'il n'avait pas été fait complètement. Il était pas parce que il fallait aussi être présente en tant que maman pour mon petit garçon, pour ma vie de couple et puis pour le travail. Et donc le MDR m'a permis de revenir à ce deuil aussi, le deuil de mes 2 parents. Mon père était décédé quelques années avant, et le deuil de ma mère, et aussi s'arrêter et prendre le temps de se reconnecter à soi-même. Moi, quand je suis allée voir le psychologue MDR pour lui dire j'aimerais bien avoir un rendez-vous avec vous, je lui ai envoyé un message pour prendre rendez-vous avec lui. Je lui ai dit ça serait vraiment parce que j'ai un cancer du sein, j'aimerais bien être accompagnée parce que je sais que ça va être challengeant pour moi, il va y avoir des moments très difficiles pendant tout le parcours médical et j'ai besoin de ce soutien avec moi. Et lui m'a dit d'accord, et en fait on a fait un topo plutôt sur ma vie depuis que je suis plus jeune. Et c'est là qu'il a vu, lui, des traumas finalement dans mon parcours de vie. Et il s'est dit, bon, ok, j'ai bien noté que vous veniez pour un cancer du sein, mais on va d'abord aller traiter les traumas qu'il y avait juste avant. Et finalement, ça permet d'aller voir les vieux dossiers qu'on a mis de côté, parce que la vie, elle nous pousse à avancer, plus qu'à être et à s'arrêter sur ce qui ne s'est pas bien passé avant. Donc ça a été positif, je ne regrette pas d'avoir avancé, puisque ça m'a permis d'être résiliente, d'être engagée, de pouvoir dépasser, de me dépasser justement et d'avancer quand même. Mais malgré tout, je me suis rendu compte qu'avec toutes ces thérapies que j'ai faites, ça a laissé des séquelles, parce que je ne m'en suis pas occupée. Et donc ça a permis d'aller voir ces moments-là, une relation que j'ai eue toxique à 18 ans, que je n'avais pas traitée, d'aller la revoir et d'aller justement en MDR, travailler sur les émotions qui étaient présentes à ce moment-là, qui n'avaient pas été réglées, qui étaient encastrées dans le corps et qui ne se sont pas évacuées finalement. Et puis après, d'autres étapes que j'ai pu avoir dans ma vie, le deuil de mon père, le deuil de ma mère, l'arrivée de mon petit garçon, puisque je suis passée par plusieurs FIV aussi pour l'avoir. Donc tout ça, en fait, c'est des choses où on avance, mais on ne prend pas le temps déjà de se féliciter de toutes ces étapes-là, de voir les émotions qui remontent, qui sont là, présentes. Et voilà, donc c'était vraiment bénéfique, nécessaire. Et je vois ce parcours médical là, que je viens de finir vraiment comme une renaissance, parce que ça m'a permis de nettoyer plein de choses. On me dit que la chimiothérapie, ça nettoie, c'est vraiment un nettoyage en profondeur de toutes les cellules cancéreuses, mais aussi les bonnes d'ailleurs. Je me suis dit, je vais profiter de cette période-là pour me nettoyer aussi sur tous les dossiers qui sont restés en suspens en moi et vraiment pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. C'est vrai que toutes elles ont été complémentaires, elles ont travaillé sur différents axes et dans différentes parties de moi. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, déjà le coaching m'a beaucoup aidé. Le coaching m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'être actrice de mon parcours. De mettre en posture il y a le parcours médical qui est là, en fait, finalement. Ça, je ne peux pas trop le modifier, il est là. Mais qu'est-ce que moi, je peux mettre en place autour ?
Et le coaching m'a aidé à me poser les bonnes questions pour pouvoir après activer toutes ces activités complémentaires. Donc c'est pour ça que je parle du coaching, parce que ça a été vraiment le démarrage pour me dire sur quoi j'ai la main et qu'est-ce que je peux mettre en place à mon niveau. Et après j'ai choisi et puis je suis allée vers ce qui m'appelait. Donc ça m'a bien soutenue, ça m'a permis de transformer ma vision sur la maladie, ça m'a permis de trouver un sens aussi à la maladie. Donc le coaching ne m'a pas tout apporté, c'est pour ça qu'il a été nécessaire après, en fonction de ce qu'on remontait du coaching, d'aller voir d'autres thérapies complémentaires pour aller plus loin dans l'investigation, dans l'exploration et tout ça. Donc ça a été très bien. Après, ce qui m'a aidé par la suite, ça a été tous ces soins énergétiques. Là, ça a été vraiment plus le corps. Il y a eu le coaching qui a été plus l'état d'esprit, le choix, cette souveraineté de se dire, ben, voilà, je m'engage et je vais pleinement dans mes soins médicaux, mais aussi je m'entoure de ce qui va m'aider dans mes soins. L'acupuncture, les soins énergétiques ou le shiatsu m'ont aidé pour soutenir mon corps et me permettre de récupérer beaucoup plus rapidement. Parce que sans ça, j'aurais pas pu finalement faire du sport et de l'escalade. Quand je faisais mes chimiothérapies, surtout les premières qui, elles, sont très invasives et fatiguent beaucoup, ben, sur les 3-4 premiers jours, j'étais vraiment au lit et j'étais pas bien. Et après, ça remontait assez facilement. Et je le mets sur le compte. Alors, peut-être déjà, on n'a pas tous la même constitution. On est peut-être plus, il y en a qui vont peut-être plus facilement évacuer le produit ou d'autres. Donc, il y a peut-être ça aussi. Mais les soins aussi, les soins shiatsu ou réflexologie plantaire m'ont beaucoup aidé. En fait, les soins shiatsu, c'est de pouvoir travailler sur des points d'acupuncture. Donc souvent, l'acupuncteur, il met des aiguilles. Le praticien shiatsu, il va travailler avec ses pouces et il va appuyer sur ces méridiens. C'est des lignes d'énergie qui sont dans le corps et qui sont associées à un organe ou à une émotion. Donc après, si on va plus loin, ils peuvent être associés aussi à plein d'autres choses. Mais vraiment, pour résumer, hein, c'est des zones d'énergie qui sont dans le corps. Et en travaillant sur certaines zones, ça permet de pouvoir aider, soit pouvoir travailler sur une émotion, ou soit travailler sur un organe qui a besoin justement d'être aidé pour s'activer ou le ralentir. Il peut y avoir des organes qui travaillent beaucoup trop, et en travaillant sur certaines zones, on peut les aider à ralentir. Donc c'est un complément finalement aux traitements médicaux. C'est la même base, en tout cas pour l'acupuncture, c'est la même base, c'est les mêmes méridiens sur lesquels on va travailler. Sauf que là, on est vraiment sur un accompagnement global. Et un soin shiatsu peut travailler sur certaines parties, mais souvent on va travailler de manière globale sur plusieurs endroits du corps pour permettre au corps de s'auto-guérir. L'objectif, c'est de permettre à l'énergie de circuler complètement dans le corps et de pouvoir reprendre la main sur le corps et guérir certaines parties ou activer certaines parties du corps. Ouais. Alors, il n'y a pas forcément le côté spirituel parce que c'est une médecine énergétique chinoise. Donc, en Chine, ils se servent de ça pour pouvoir rester en bonne santé parce qu'eux, ils vont voir le médecin pour rester en bonne santé et pas pour quand ils sont malades. Donc, c'est vraiment un traitement c'est vraiment une médecine de prévention. Donc, c'est vrai que l'énergie, alors c'est là où je vous rejoins, je comprends par rapport à la question, l'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, hein, qu'on ne voit pas. Voilà, c'est ça. C'est pas palpable et tout ça, mais c'est quelque chose qui circule dans le corps finalement, qui circule dans le corps et qu'on peut ressentir à force de pratiquer. Moi, je suis formée en pratique shiatsu, je suis praticienne shiatsu, donc quand je me suis formée, je ne sentais pas cette énergie. Et à force de pratiquer, je sens les zones qui sont beaucoup plus tendues. Parce que des fois, vous pouvez avoir une zone du corps qui est très tendue et c'est comme s'il y avait un blocage de l'énergie à ce niveau-là, une stagnation de l'énergie à ce niveau-là. Et en massant certains endroits du corps, d'autres pas forcément cette partie-là, mais d'autres parties qui sont en terminaison, plus loin, ben, c'est comme si on appelait l'énergie à aller voir à un autre endroit et ça va détendre cette partie-là. Donc les muscles vont se détendre, voilà, ça va détendre toute cette partie-là. Mais voilà. Et après, il y a plein de les ostéopathes aussi peuvent se servir aussi de l'énergétique. Ils se servent bien d'autres choses, parce que je connais moins leur partie, mais ils peuvent se servir aussi de l'énergétique hein, pour pouvoir amener de la détente dans le corps et un relâchement dans le corps. C'est donner les ressources au corps de pouvoir s'auto-guérir. Donc en activant certains points du corps, ben, voilà, il se remet lui-même. Le corps est très intelligent, donc finalement, le praticien shiatsu, lui, il est là comme canal, en fait, comme interlocuteur pour pouvoir appuyer sur certaines zones. Le corps, il reçoit l'information
et il va lui-même se remettre en mouvement comme il le faut en fait, hein, en fonction du corps de la personne. Et la réflexologie plantaire, on est aussi sur le même système, c'est d'appuyer sur des points du pied. Moi, je me suis formée en réflexologie plantaire, mais d'appuyer sur certains points, certaines zones du pied, en fonction d'un symptôme, un rhume ou autre chose, ou travailler le foie. On sait que pendant la chimiothérapie, un des organes qui est le plus affecté, c'est le foie. Donc l'aider justement à se désengorger de tous ces produits. Il peut être au ralenti parce qu'il a plein de produits chimiques qui arrivent d'un coup dans le corps. Donc le temps qu'il évacue, c'est en appuyant sur certaines zones du pied qu'on va l'aider finalement à se dégager de tout ça. Il y a d'autres compléments alimentaires qui peuvent aider, mais déjà, comme il y a des compléments alimentaires qui ne peuvent pas se mélanger avec la chimiothérapie, là, il n'y a aucun risque, on appuie sur certaines zones du pied, c'est naturel, le corps il reprend la main tout seul et voilà, c'est parti. Ça se passe bien. Moi déjà, c'est d'y aller et d'oser parce que c'est vrai qu'on peut pas être forcément attiré par toutes les thérapies, il y a des choses qui nous conviennent moins, mais en tout cas, déjà d'essayer, après une séance de chimiothérapie ou avant une séance de chimiothérapie, voir ce que ça donne. En fait, finalement, c'est de se servir de sa propre expérience pour se dire, bon, est-ce que ça me fait du bien ou pas? Dans tous les cas, les effets secondaires de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, ils sont là. Donc, qu'est-ce que je décide de faire? Soit je décide de les vivre pleinement et de rien faire, voilà. Ou soit je me dis, j'essaye de passer par un soin de support, je vois ce que ça donne, je vois si ça m'a aidé ou pas, et si ça m'a aidé, autant continuer. Mais c'est que du plus, parce que ça ne peut qu'apporter du bien, ou soit ne rien faire, si la personne elle est vraiment réticente et que finalement c'est pas fait pour elle, mais ça va rien enlever. Oui, il faut l'essayer, et puis il faut y aller vraiment avec l'esprit ouvert, pas de se dire, bon, on va voir, on a dit que ça marchait, je vais y aller pour vérifier. C'est vraiment se dire, bon, moi aujourd'hui je vis ça, qu'est-ce qui peut m'aider, qui sont mes alliés, et qu'est-ce qui peut m'aider à mieux vivre les effets secondaires. Bon, voilà, on m'a parlé de la sophrologie, je vais essayer la sophrologie et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Et ce qui est bien dans les associations de soins de support, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Parce que quelquefois, on réfléchit à 2 fois avant de se dire, est-ce que je vais voir un acupuncteur, est-ce que je vais voir un praticien shiatsu? Quand on ne connaît pas ce milieu, c'est difficile de choisir et de savoir qu'est-ce qui nous correspond. Et quand c'est en dehors du système conventionnel, c'est aussi de l'argent aussi, parce que toutes les thérapies ne sont pas prises en charge par la mutuelle. Souvent, c'est les mutuelles qui prennent en charge une partie. Donc, quoi choisir? Voilà, on ne sait pas trop. Or que dans ces associations de soins de support, on peut se laisser la possibilité d'essayer et de se dire, je sais qu'il y a un praticien shiatsu, il y a de la réflexologie plantaire, je tente et si ça me plaît, éventuellement, je continue avec un praticien qui est proche de chez moi et qui va me soutenir pendant toute la période. Ouais. Pour vous, ça a marché en tout cas? Ouais, pour moi, ça a marché. Moi, je suis complètement convaincue, vraiment. J'étais convaincue pour ma mère, qui était pas réticente, mais c'était pas de sa génération. Voilà. Et, quand elle a eu son cancer du sein, elle avait 63 ans. Donc, elle avait... c'était pas forcément dans sa culture, elle était plus connectée à d'autres choses, à la prière. Voilà, elle allait plus à l'église, elle allait beaucoup plus prier. Et il y avait une confiance énorme au système médical. Donc elle, c'était ça, et il ne fallait pas trop mélanger de choses. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, moi, à lui parler des soins complémentaires, des soins de support, c'est parce que j'ai regardé sur Internet, puisque moi, j'étais déjà à Toulouse, donc je n'étais pas forcément sur place, mais à distance, je me suis dit, il faut qu'elle soit soutenue par un organisme et par une association et tout ça. Et donc, j'ai commencé à regarder sur Internet, et je suis tombée sur une association qui est sur Paris, de support, et qui proposait de la gym aussi, du sport, mais aussi de la réflexologie plantaire, des massages. Voilà, donc je lui ai conseillé d'aller voir. Elle a essayé, elle a vu que ça lui a fait du bien, et elle a continué à y aller par elle-même, en fait, finalement. Et quand elle venait chez moi à Toulouse, je lui faisais du shiatsu ou de la réflexologie plantaire. Voilà, je lui faisais moi aussi ce que je sais faire, voilà, je lui proposais de lui faire. C'est bien, ça, c'est pratique. C'est pratique, c'est ça. Oui, et j'y suis passée aussi, parce que dans l'association, une des associations support qui est La Parenthèse, ils ont une socio-esthéticienne. Et c'est vrai qu'elle m'a quand j'ai commencé la chimiothérapie,
Elle m'avait déjà donné des conseils pour les ongles, puisque certains produits de la chimiothérapie attaquent les ongles, les noircissent ou peuvent les faire tomber. Et elle m'avait parlé aussi de se préparer à la perte de cheveux. À cette époque-là, je n'avais pas encore perdu mes cheveux, donc ça m'avait beaucoup aidée. Elle m'avait mis du vernis, elle m'avait montré différents foulards, différents turbans, les perruques et tout ça, on en avait déjà parlé. Donc ça m'avait bien préparé à la suite, puisque après, quelques semaines après, j'ai perdu mes cheveux. Donc j'étais déjà voilà, soutenue à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Ça m'a fait gagner du temps. C'est vraiment ce qui est venu quand on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein et que j'en ai parlé avec ma famille. Quand je l'ai annoncé à ma famille, c'était j'ai gagné du temps. En accompagnant ma mère sur toutes ces étapes-là, ben, j'avais déjà vu avec elle ce qui a fonctionné pour elle et ce que ça lui avait apporté. Donc dès que je l'ai su, de suite, j'ai pris contact avec une association, j'ai pris contact avec le psychologue MDR. Je me suis dit, il me faut être soutenue dans cette épreuve. Et je n'ai pas attendu, vraiment pas en fait. Je pense que ça a été vraiment la première action parce que même avant de rentrer dans le parcours médical, j'avais déjà commencé à travailler sur moi. C'est-à-dire que le jour où je l'ai su, quelques jours après, j'avais envoyé déjà un message au psychologue MDR et je ne savais pas encore que j'allais avoir l'opération, la chimiothérapie. On n'en était même pas encore là. Mais voilà, pour moi, c'est important d'activer ces soins de support de suite. Pas d'attendre d'être déjà dans le parcours. Non, mais c'est vraiment ça. Être actrice, ça a été pour moi salvateur d'être actrice de mon parcours médical. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que j'ai bien vécu ce parcours médical, même avec tous les effets secondaires et tout ça, mais je veux dire, j'ai toujours été debout et toujours engagée en fait, dans ce processus de guérison. Ça a vraiment été toujours le chemin, et c'est parce que j'avais la main sur plein de traitements complémentaires, plein de thérapies complémentaires. C'était, moi, d'être que sur le parcours médical et de suivre vraiment les étapes médicales et d'attendre après les médecins ou après les traitements, ça me mettait dans une posture où je subissais les choses et qui ne me mettait pas dans une énergie positive. Oui, j'ai pu le communiquer plus facilement et même quand j'ai appris que j'avais justement le jour où j'ai fait la biopsie et qu'on m'a dit vous avez une tumeur au sein, on attend les résultats de la biopsie, mais je vous dis déjà que vous avez un cancer du sein. Je me suis dit le soir même, je vais envoyer un message parce que ma famille est sur Paris. Donc je vais envoyer un message à ma nièce, à mes nièces, à mes tantes, à ma sœur, mon cousin, pour les prévenir de leur annoncer. Donc c'est vrai que l'annonce aux proches, c'est pas évident du tout. Mais voilà, j'ai su trouver les mots à ce moment-là pour leur dire, voilà, aujourd'hui, voilà le niveau d'information que j'ai et que je peux vous communiquer. Et je ne peux pas aller plus loin. Et en gros, ne me posez pas trop de questions pour le moment, parce que j'en sais pas plus, et que là, je suis encore dans une émotion vraiment très forte, et je préfère qu'on se rappelle à un autre moment. Donc déjà, en leur disant ça, j'étais un peu déjà dans cette posture de les informer sur qu'est-ce qui est utile pour moi, qu'est-ce qui va être aidant pour moi. C'est pas de m'appeler ou de me poser plein de questions, là, voilà, c'est... Je vous dis, vous en savez, prenez le temps de digérer, comme moi je prends aussi le temps de mon côté de digérer, et au fur et à mesure, je vous dirai ce dont j'ai besoin. Et ça a été beaucoup plus facile de leur communiquer parce qu'il y a certains rendez-vous où ma tante ou ma sœur voulait venir, en fait, voulait se déplacer de Paris à Toulouse. Et je leur disais, non, là, en fait, c'est pas la peine pour le moment, j'y vais avec mon compagnon, voilà, on va y aller tous les deux. Par contre, je peux avoir besoin après les rendez-vous. Donc, je les orientais sur mes besoins. Pendant la chimiothérapie, je sais que je vais être très fatiguée. Mon compagnon, lui, va être en déplacement. Donc pour Tom, mon fils, j'ai besoin de quelqu'un qui soit en relais. Voilà. Et c'est comme ça que je les ai orientés. Et ils ont vraiment pu être, on a vraiment pu être en accord à ce niveau-là parce que je communiquais facilement sur mes besoins. Ouais, le fait d'avoir déjà vécu avec ma mère, en effet. Oui, c'est difficile de comprendre parce que il y a un bouleversement d'émotions qui se vit à ce moment-là. Donc, on ne sait pas si... les personnes, elles ne savent pas si elles doivent vous appeler régulièrement, elles ne savent pas si elles doivent prendre leur distance. Quelquefois, on va avoir une réaction
très spontané ou très... j'ai pas le mot qui me vient, mais on va pas forcément avoir les bons mots ou la manière, en fait, la forme, qui va pas être la bonne. Donc, c'est vrai que en tant qu'aidant, c'est n'en faites pas une affaire personnelle, c'est un peu de Don Michel Ruiz, c'est finalement ce que... la manière dont on va s'exprimer, c'est pas contre la personne. C'est juste que c'est des colères qui sont là, des tristesses, de l'injustice qui est là. Et la personne, elle est là, et donc forcément, on va le déverser de cette manière-là. Donc, en tant qu'aidant, c'est pas évident d'accueillir ces émotions, mais c'est vraiment de se dire que c'est pas contre nous, voilà, ça nous concerne pas, en fait, finalement. Et qu'une manière d'aider la personne, ben, c'est de pouvoir lui laisser cet espace-là pour qu'elle se déverse, de lui dire « je t'entends, je t'écoute ». Moi, je suis juste là, j'entends, hein, je sais que je ne vis pas la même chose que toi, mais j'entends ce que tu dis et voilà, je vais essayer, moi, de mon côté, de t'aider à ma manière et de te soutenir à ma manière. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'en tant qu'aidant, ce qui est important, c'est vraiment d'être là, vraiment sur le temps. Parce que souvent, moi, on le voit, en fait, dans ce parcours médical, les étapes, les allées et venues des personnes qui nous aident. Au début, c'est un choc pour beaucoup de monde, beaucoup de personnes, nos amis, notre famille. Et il va y avoir vraiment un soutien très fort au début. Parce que ça touche une personne qu'on aime, mais aussi ça fait résonance avec ses propres peurs aussi. Donc des fois, on va avoir une action à être présent. C'est comme si on réglait un petit peu, on calmait nos peurs. Alors si je m'occupe d'elle, je l'accompagne et tout ça, c'est comme si je calme ma peur aussi d'avoir aussi un jour un cancer du sein. Donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent pour les personnes qui reçoivent cette information, l'entourage. Et au début, il y a une présence très forte, et puis au fur et à mesure, et ce qui est normal, hein, ça devient de moins en moins présent. Donc, or que c'est finalement au milieu du parcours qu'il y a ces chimiothérapies, qu'il y a cette fatigue, il y a cet essoufflement, et qu'on est moins dans la colère, ça y est, on est rentré dans le parcours de soins, on a été aux colères au début, il peut y en avoir aussi pendant, mais là, on a plus besoin d'être entouré, d'être compris, Et là, il y a un peu moins de monde sur cette période-là. Et donc, c'est vrai qu'un aidant, ou l'entourage, en fait, c'est vraiment d'être là sur la longueur, parce que jusqu'à la fin, et même après, moi, là, je viens juste de commencer l'après-traitement radiothérapie. Mais souvent, j'entends que c'est après que c'est difficile aussi. Et que ce soutien, il est important. Mais pour beaucoup de personnes, les traitements sont passés, tout va bien, super, t'es guéri, tout va bien. Et voilà, chacun reprend sa vie, ce qui est normal aussi. Hein. Mais je veux dire que nous, dans notre parcours, c'est pas fini, en fait, finalement. On a encore besoin de ce soutien. Et pour un aidant, c'est peut-être lourd, quelqu'un qui est vraiment là, parce que quand on parle des aidants, c'est la famille, c'est le conjoint, c'est le fils, c'est la famille proche, il y a les amis aussi qui sont très proches. Donc c'est assez lourd pour lui, parce qu'à un moment donné, lui, il n'a plus envie d'entendre parler de la maladie, il a envie de passer à autre chose. Voilà. Nous, quand moi je l'ai su, on a mis un peu de temps avant de lui annoncer, de savoir exactement comment ça allait se passer, qu'est-ce que j'allais avoir, si j'allais avoir une chimiothérapie, l'opération et tout ça. C'est à partir de l'opération qu'on lui en a parlé, puisque là, il a vu que j'ai été à l'hôpital, que j'allais être opérée, que la poitrine elle allait changer. Donc ce que j'ai fait pour commencer déjà à lui communiquer, on lui a parlé que j'allais être opérée, que j'avais des cellules qui n'étaient pas jolies, qu'il fallait enlever, et qu'il allait avoir une cicatrice et tout ça. Donc quand je suis revenue de l'hôpital, assez vite, quand j'ai enlevé le pansement, je lui ai montré. Je lui ai dit, tu vois la cicatrice, tu vois, ça a changé le sein. Bon, il a assez bien pris parce qu'il n'y a pas eu de tabou. Ce que j'ai fait, c'est que c'est vrai qu'au début, je n'ai jamais prononcé le mot cancer du sein. Parce que lui, ce n'était pas forcément qu'il allait l'associer à quoi que ce soit. À 5 ans, il ne fait pas référence. C'est un petit garçon qui justement s'exprime assez facilement, qui est assez en avance sur son âge et qui parle, qui est très à l'aise en termes de communication et qui partage beaucoup avec les adultes. Et je m'étais dit, lui, il va le faire facilement et il va partager avec un adulte. Mais ma mère, elle a un cancer du sein et tout ça. Et j'avais peur de la réaction de l'adulte en face de lui, qui pourrait peut-être avoir une réaction, être surpris ou peut-être le rendre triste et que ça allait influencer Tom et qu'elle allait dire ah oui, là c'est grave, il y a quelque chose qui ne va pas et tout ça. Donc c'est vrai qu'on ne lui a pas dit ce mot-là, mais j'ai plus été dans la démonstration de ce que je vivais au quotidien. Après, quand il y a eu la chimiothérapie, il a bien vu que j'étais très 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 fatiguée et que j'ai resté allongée au lit. Donc il s'est dit,
on lui a expliqué, ben, voilà, le traitement qu'elle vient de commencer au moment, il est très lourd, il y a des effets secondaires. Et voilà, ça va créer de la fatigue, elle va peut-être perdre ses cheveux et tout ça. Donc tout ça, il avait l'information. Et il a eu des émotions, il a vraiment eu des émotions, il a verbalisé qu'il se questionnait sur mon état de santé quand j'ai perdu mes cheveux. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, mais maman, tu perds tes cheveux, tu pars souvent à l'hôpital, tu es très fatiguée. Et donc là, j'ai pris le temps de lui expliquer, ben, tu vois, voilà, c'est une maladie qui est assez forte et qu'il faut un traitement qui soit aussi fort que la maladie pour pouvoir anéantir, voilà, pour pouvoir balayer toutes ces cellules et tout ça. Finalement, on en a parlé voilà, à ce moment-là, il ne m'a plus reposé de questions parce que moi, ça a dû me détendre aussi, mon compagnon aussi, lui aussi. Après, lui, il a continué son cursus de vie, ben, sa vie normale. Et il a suivi toutes mes étapes. Et il a commencé même à utiliser dans son vocabulaire, « Ah, ben maman, là, tu vas faire ta chimiothérapie aujourd'hui. Ben là, oui, tu as rendez-vous pour la radiothérapie. » Donc, ça y est. En fait, finalement, c'était dans son jargon, il en parlait. Et j'ai vraiment vu qu'il l'avait intégré, parce qu'un jour, en arrivant, je le récupère à l'école, au centre aéré, en fait. Et il arrive tout content et tout ça. Il me dit, « Ah, maman, je te présente mon animatrice et tout ça. » Et ben, je lui ai parlé des foulards que tu portes, puisque les foulards, c'est ma tante qui les a créés depuis que j'ai perdu mes cheveux. Donc elle m'a créé des turbans exprès pour moi, les petites coutures de Mathilde. Et c'est vrai il informe en fait l'animatrice en disant, ben, maman, elle a une maladie au sein. Et cette maladie au sein, elle est grave, donc elle a pris un traitement très lourd qui lui fait des effets secondaires. Et elle a perdu ses cheveux. Et heureusement que ma tante, donc il parle de sa tante, heureusement que ma tante, elle fait des turbans, parce que pour le coup, elle met de jolis turbans sur la tête, et ça lui permet de rester quand même bien jolie et tout ça. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, il a intégré, donc il en parle facilement. Et puis moi, j'étais à l'aise aussi, voilà, je me dis, il peut en parler. J'avais aussi, moi, dépassé ce regard des autres, donc voilà, je lui laissais en parler. Donc là, j'ai vraiment vu qu'il l'avait intégré, qu'il a compris... voilà, qui me voit aussi ben, faire ce qu'il faut pour me soigner. Et comme il a vu aussi que je continuais à faire du sport, ça l'a aidé à se dire, ben, on va à l'escalade, je l'ai emmené à l'escalade avec moi, ben, on va se balader, on se déplace. Donc il a vu que la vie, elle continue aussi malgré tout. Et bon, il y a des moments où elle est un peu plus fatiguée et d'autres où ça va. Il n'a jamais associé à ça. En tout cas, il ne nous l'a pas verbalisé. On a essayé d'en parler, mais il n'a pas associé à ça parce qu'il sait que sa grand-mère est décédée. Il ne sait pas exactement si il n'a pas le mot cancer du sein, donc il n'a pas associé les deux. Il y a seulement une fois où il l'a dit comme ça, j'espère que tu vas te battre comme tu vas te rebattre. Comme mamie, elle est restée jusqu'à que je naisse et tout ça, tu vas faire la même chose, tu vas te battre pour être là et tout ça. Donc, il a juste fait une petite comparaison comme ça, parce qu'il a perdu sa mamie très tôt, et on lui a dit que mamie, elle s'est battue, elle a été là, elle a fait ce qu'il faut pour la maladie. Donc, il a eu cette phrase-là, de dire, toi aussi, tu es malade, mais tu fais autant que mamie, mais tu restes en vie. Ouais, il a parlé très tôt, et puis il raisonne assez facilement, donc... c'est facile pour nous. Je sais qu'il y a pas mal de livres qui peuvent aider. J'ai une très bonne amie qui m'avait partagé sur un livre qui peut aider. Je crois que c'est « Ma mère est une pirate ». Elle m'avait conseillé ce livre pour justement l'aider et tout ça. Et finalement, on n'a pas eu besoin, peut-être que ça viendra, mais on n'en a pas eu besoin, nous, pour lui expliquer. Ça a été vraiment sur ces temps-là, voilà, en échangeant. Mais il a vraiment bien intégré et il y a des moments où quand je rentrais de la chimiothérapie ou d'autres examens et que mon compagnon, il était soit en déplacement, il n'était pas forcément, il n'a pas pu être là tout le temps, mais voilà, il comprenait, maman elle va être fatiguée, on va se coucher tôt et tout ça, il comprenait en fait, il essayait vraiment à son niveau de se poser, de me faciliter la vie, de dire en tout cas, mais moi je suis là, je fais ce qu'il faut pour t'aider, voilà, donc il a... Et là, c'est vrai que même là, j'essaie de lui montrer aussi comment on peut vivre, comment on peut traverser la maladie et qu'il peut y avoir de très belles choses sur le chemin. Puisque depuis décembre, moi j'ai créé un compte Instagram depuis décembre 2024, où je me suis dit, c'est bien pour pouvoir partager, déjà moi prendre conscience du parcours que j'ai vécu, parce que ça passe vite, c'est bien de prendre du recul. Ça fait un petit aussi...
c'est comme un rappel aussi sur mes thérapies que j'ai vécues, c'est aussi bien de s'arrêter et de prendre le temps de voir le chemin parcouru. Et je me suis créé ce compte Instagram pour pouvoir partager sur les différents moments du parcours, sur comment je l'ai vécu, et qu'il y a aussi du positif dans ce parcours, parce qu'on peut aussi se transformer positivement dans ce parcours qui est comme un parcours de renaissance. Et parfois, je demande à mon fils aussi de me filmer quand je fais quelques vidéos, de me filmer sur certaines vidéos où j'explique un petit peu. Et donc, ça lui permet lui aussi de pouvoir partager avec moi ce que je vis. Ouais. Ça le responsabilise. Je lui ai dit même que je venais, il me dit « Ah, mais moi, j'aurais bien voulu aussi, moi, témoigner. » Je dis « Bon, t'es encore un peu petit pour témoigner. » Mais ouais, là, j'ai fini mes traitements. Je vais passer sur un traitement hormonothérapie et qui va durer 5 ans. Et là, maintenant, ça va être des examens de contrôle régulièrement qui vont être proposés tous les... là, il fait un prochain examen de contrôle en août. Et après, ça sera 1 fois par an un examen de contrôle et un rendez-vous avec le radiothérapeute et l'oncologue. Les rendez-vous vont s'alterner entre ces deux spécialistes. Ouais. Tout à fait. Là, quand je vais revenir sur Toulouse, là, j'ai un rendez-vous justement avec l'association de support pour pouvoir recevoir des soins de support, shiatsu, réflexologie. Donc, je continue vraiment dans cette dynamique pour maintenir un bon niveau d'énergie et avoir toujours cette pensée positive, cette pensée qui est toujours, qui transforme et qui est vraiment toujours à s'élever vers la santé. En fait, finalement, on était sur ce processus de guérison et là, je me dis, on est sur le maintien de la santé globale et tout ça. Et de m'entourer de personnes, de coaching et tout ça, de continuer dans cet état d'esprit. En fait, quand on m'a appris ça, j'ai une amie qui est praticienne shiatsu, que j'ai connue, qui m'a dit je fais partie de cette association de soins de support et tu pourrais bénéficier des soins de support et tout ça. Et c'est comme ça que je suis tombée dans cette association. Et j'ai pu bénéficier donc de socio-esthétique, diététique aussi, également. Une psychologue aussi qui m'avait fait un peu de MDR et du shiatsu. Et ce qui est intéressant sur ces associations de soins de support, c'est que en fait, je viens la demi-journée et je passe par 4 pôles sur la demi-journée. Donc c'est très complet. La matinée, on s'occupe de nous, on se fait du bien. Et ça permet après, jusqu'au mois prochain ou dans 2 mois, de pouvoir déjà être bien ressourcé à ce niveau-là. Donc là, c'était vraiment sur le soutien. Et après, la Ligue contre le cancer, là, ça a eu donc j'ai fait de la réflexologie plantaire avec la Ligue. Mais ce que ça m'a apporté, c'est surtout la découverte de nouvelles activités. Parce qu'avec la Ligue contre le cancer, j'ai fait de la médiation équine, qui est pouvoir aller donc être en contact de chevaux, de s'en occuper, de les caresser, de travailler avec eux, de les ressentir. Moi, j'avais une appréhension des chevaux et je me suis dit, allez, je teste. Et c'est vrai que, comme je disais, ce parcours, ça a été pour moi, je vais oser. Je suis sur un parcours médical qui va être très challengeant, très difficile. De l'autre côté, j'ai vraiment envie de m'autoriser à oser. Et médiation équine, et j'ai commencé récemment de l'escrime aussi. Oui, c'est l'occasion de découvrir. C'est vraiment un moment... là, on a le corps qui est affecté, qui est fatigué, tout ça. C'est vraiment le moment de s'occuper de soi. On n'a pas le temps. C'est des moments... Quand on est salarié, on n'a pas le temps de faire toutes ces thérapies, sauf si on est thérapeute soi-même, sauf si on est baigné dedans et qu'on adhère complètement à ça et on s'autorise à se le faire. Mais je pense que la plupart des personnes, on ne le fait pas. Et même moi, en tant que praticienne shiatsu, réflexologue et coach, j'ai pas forcément le temps, quand je suis salariée, de m'autoriser à avoir du temps. Donc j'en fais un petit peu, mais pas autant que je voudrais. Donc là, c'est un voyage médical qui va durer presque 1 an, où y a le médical, mais il y a aussi tout ce qu'on peut découvrir à côté. Et c'est l'occasion de le découvrir parce qu'on a quand même le temps de le faire. Il y a la fatigue, c'est vrai, mais il y a des moments où on va mieux, et on peut profiter de ces moments-là pour justement se faire du bien. Moi, ce qui a aidé ma mère, c'est que j'allais chercher de l'information aussi autour pour elle. Parce que souvent, nous-mêmes, quand on est malade et tout ça, on va chercher un petit peu, mais on n'est pas à l'aise, on ne sait pas sur quoi on va tomber sur Internet ou sur d'autres choses. On n'ose pas tester telle ou telle chose. Et là, justement, moi, j'arrivais avec des informations plutôt positives. Je disais, j'ai entendu parler de ça, ou j'ai vu telle étude qui montre que la recherche, elle avance sur ça.
voilà, des informations qui pouvaient vraiment l'aider à rester positif dans ce chemin médical. Donc, pour un aidant, je dirais tout ce qui peut amener du positif pour la personne. Donc, ça peut être déjà être présent, ça peut être lui parler d'associations de support ou d'autres choses qui peuvent faire du bien. Ça peut être aussi partager sur ce que la personne elle vit, l'aidant. Parce que moi, justement, comme moi je me formais, il y avait Tom et tout ça, moi ça a été pour la deuxième partie, quand elle a eu justement une récidive et que ça a commencé à aller moins bien, c'était pendant le Covid, hein, c'était en 2020. Et moi, je lui parlais beaucoup de Tom, de son évolution, je lui parlais d'autres choses que de la maladie. Et en tant qu'aidant, souvent on se dit, on est là, on attend et on est disponible pour parler que de ça. En fait, non, moi en fait, finalement, les personnes qui m'aident beaucoup, c'est quand ils me racontent leur vie aussi, qu'ils me racontent ce qu'ils vivent, ce qui se passe pour eux, ce qu'ils ont découvert, peut-être aller voir ensemble un spectacle, mais des choses qui sont complètement hors, qui parlent pas, on ne parle pas du tout de la maladie. Donc, et je trouve que c'est bien en tant qu'aidant de faire ça, parce que sinon c'est lourd pour l'aidant, parce qu'il est tout le temps dedans. Et ça lui permet de sortir un peu aussi de ça. Ouais, ouais c'est plutôt l'impuissance de... c'est cette impuissance, en fait, finalement. Moi, il y avait un côté... ce qui s'est réveillé un petit peu dans son parcours médical, c'était l'injustice que j'ai pu vivre, moi, au début, hein, quand j'ai su que j'avais un cancer du sein. Mais quand on est aidant, c'est jamais évident, parce qu'elle faisait ce qu'il faut. Elle faisait son parcours médical comme il faut. Elle avait ouvert la porte aussi aux soins de support, donc elle faisait ce qu'il faut. Et finalement, des fois, on avait des nouvelles qui n'étaient pas forcément positives sur son état de santé. Donc, c'était toujours un petit peu crispant de se dire, elle a fait ça, on a fait une séance de shiatsu, mais elle a quand même mal, ou en fait, finalement, ça ne va pas quand même, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, c'est cette impuissance qui était difficile pour moi, ouais, cette limite-là qui était là. Là, aujourd'hui... mon envie, elle est vraiment, en sortant vraiment il y a à une semaine près de ce parcours, c'est vraiment de me poser et de profiter. C'est comme si je savourais différemment le temps là, qui est proposé. Il y a tellement eu peur à un moment donné de la mort, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le cancer, on l'associe vraiment à la mort. Donc, il y a vraiment eu cette peur-là, finalement, qui s'est estompée avec le parcours médical. Il y a une confiance qui s'est installée. Et là, ça s'est transformé maintenant en profiter de la vie et la savourer et prendre du temps avec les amis, avec les personnes qui me font du bien. Donc aujourd'hui, c'est ce temps-là que j'ai vraiment envie de m'accorder, mais qui sera même plus long, hein, pas juste sur ce temps-là. Et après, c'est de pouvoir progressivement me préparer à la reprise professionnelle aussi, voilà, donc sur mon poste. Mais en parallèle, ce qui a changé avant la maladie, donc c'est que je m'étais formée en coaching, hein, ma formation de coaching, j'avais fini en janvier, donc j'avais envie d'accompagner tout type de personnes. Et là, ce qui s'est transformé, c'est qu'avec mon expérience, mon vécu, j'ai envie de créer mon activité de coaching pour accompagner des femmes qui, justement, sont dans ce parcours médical, qui sont en train qui viennent soit d'apprendre l'annonce, ce que j'ai vécu, qui sont dans le parcours médical, chimiothérapie ou radiothérapie, ou qui sont à la fin et qui recherchent du sens dans leur vie et tout ça. Et de pouvoir les soutenir dans ce parcours, c'est l'envie que j'ai en parallèle de mon activité salariée qui est dans l'accompagnement, mais ouais, c'est ce que j'aimerais vraiment apporter à plusieurs femmes voilà, qui peuvent avoir besoin d'être soutenues. Ça veut dire que ça vous a tellement aidé, en fait, oui. Que vous avez envie de partager. J'ai vraiment envie de partager, ouais. Et il y a vraiment cette envie qui est forte parce que comme on disait, je l'ai vécu à différents niveaux. Moi, en accompagnant ma mère, j'étais pas encore coach hein, quand j'accompagnais ma mère, mais vraiment en étant présente auprès d'elle et tout ça, et en la soutenant, moi j'ai pu en bénéficier de cette aide et j'ai vu ce que ça m'a apporté. Et aujourd'hui, je suis convaincue que ça peut vraiment transformer ce parcours médical en opportunité pour grandir, pour renaître et vraiment créer une nouvelle vie. Ouais. Je me dis que cette maladie, elle n'arrive pas par hasard, elle n'est pas là. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le croire, c'est qu'elle est là pour vraiment nous faire grandir. Et quand on est nous-mêmes dedans, c'est difficile. On peut pas être, on vit les choses directement. Mais d'avoir une personne qui, elle, a du recul et qui est à l'extérieur, mais qui est en soutien, ça peut nous aider, ça peut nous permettre de gagner du temps.
et je peux avoir un espace pour me déposer, pour me questionner, pour me poser les bonnes questions. Pas des questions qui vont baisser mon énergie, mais plutôt des questions qui vont élever mon énergie et qui vont m'amener en fait à déjà avoir un mindset, un état d'esprit positif pour la suite, à accueillir chaque étape de manière positive. Et c'est vraiment ça qui fait que ça... On accompagne la transformation de notre corps, on accompagne aussi la pensée. On sait que le mental, il agit beaucoup sur le corps, donc c'est important de pouvoir être soutenu et d'avoir une personne qui peut nous aider à transformer notre état d'esprit à un moment donné, parce que dans ce parcours, on n'est pas tout le temps... voilà, il y a des moments de bad, il y a des moments où ça va mieux, mais il faut respecter ces moments aussi, où on n'est pas bien. L'idée, c'est pas d'être toujours bien, c'est un parcours qui est difficile, donc il faut respecter ces moments où ces émotions, elles sont là, s'il y a des pleurs, de l'injustice, de la colère, mais c'est de ne pas y rester trop longtemps. Et ça dépend de l'entourage qu'on a autour de nous. Si on est bien soutenu, on n'y reste pas très longtemps, ça dépend de son caractère, mais quelquefois d'être accompagné par une personne qui est extérieure aussi, de la famille, c'est bien aussi. Parce qu'on parlait des aidants qui sont tout le temps là au quotidien avec soi. Ben, des fois, ça peut être lourd, ils sont là, ils apportent du positif, ça peut être lourd, mais quand ils voient qu'une personne, la personne, elle est soutenue par un thérapeute ou un coach, ben, eux, ils sont là, ils sont dans leur rôle, mais voilà, tout ne repose pas sur eux. Et aujourd'hui, moi, je fais le témoignage que c'est vrai que mon compagnon et mon fils, eux, ils m'ont dit, ben, voilà, t'as vécu ton parcours de manière... voilà, ils sont vraiment fiers du parcours que j'ai vécu, du parcours médical, parce qu'ils se disent, t'as été soutenu à côté, et nous, on l'a pas... On a eu des peurs, bien sûr, hein, mais on l'a pas subi, voilà. Tu t'es pas plaint, ou tout le temps, ou autre, on sentait que tu étais soutenu à côté. Et donc, pour nous, on était en soutien, bien sûr, mais ça ne reposait pas sur nous. Donc, ils ont pu aussi continuer leur vie, se nourrir. Et donc, c'est positif pour tout le monde d'être soutenu. Oui, je vois un avant et un après. Déjà, en termes de communication, je communique beaucoup plus facilement. C'est quelque chose qui... bon, j'ai toujours communiqué, hein, mais j'avais quand même des peurs ou des appréhensions. Même là, créer un compte Instagram et communiquer et être visible sur un compte, ça c'était quelque chose qui n'était pas facile pour moi, qui n'était pas fluide. Donc déjà en termes de visibilité, je me suis dit, voilà, j'ai ma place, je suis visible, je partage. Donc ça c'est déjà un réel changement pour moi. Ensuite, dans les échanges avec la famille ou avec mon compagnon, voilà, je ne laisse plus quelque chose en suspens ou qui est flou. Je me dis, il faut amener de la clarté dans ma vie. C'est vraiment le mot qui est présent, c'est beaucoup de clarté dans chaque espace de ma vie. Et c'est ce que j'ai envie de continuer à apporter. Et ça, c'est un changement aussi. Mais c'est toutes les thérapies, hein, comme on disait. Quand je suis allée récupérer les vieux dossiers, tout ça que je n'avais pas réglé, je me suis dit, ouh là là, je ne vais pas me mettre encore d'autres dossiers. Donc là, j'essaye au maximum d'échanger, de communiquer, de partager et d'exprimer mes émotions aussi également. De partager sur ce que je vis, ce qui est là. Et ça a changé aussi. Un petit message pour la fin. Je pensais que tout est bon, on a dit beaucoup de choses. Ce que vous voulez. Le message de la fin, c'est que... c'est pas tombé dessus, mais bon, aujourd'hui, je suis passée par ce parcours. Ce parcours que j'ai vécu, il m'a apporté plus de positif que de négatif, en fait. Il m'a transformée. Il m'a permis de renaître et il m'a permis de me reconnecter à moi-même, ce que j'avais perdu depuis des années. Et je trouve que c'est dommage de passer par ce parcours-là, hein, pour se retrouver, mais c'était peut-être nécessaire pour moi. Et aujourd'hui, je dis merci finalement à ce parcours que j'ai vécu, parce que je suis une autre personne et je suis heureuse d'être moi et de rayonner qui je suis. Très très beau mot de la fin. Merci. C'est bien conclu. Parfait. Ouais.